Cet homme n'a pas le droit de se tromper. Non, la France n'est pas incapable. La construction du parc nucléaire dans les années 70-80 a été une prouesse sur le plan industriel. Une filière structurée, organisée, a fait sortir de terre en une quinzaine d'années à peine 56 réacteurs qui ont permis de décarboner notre électricité et qui ont aussi offert à nos industries pendant longtemps un fort avantage compétitif parce que l'électricité était moins chère. La majorité du peuple français a choisi l'indépendance nucléaire parce que c'était un choix de courage. Nous ne voulions pas être dépendants indéfiniment du bon vouloir ou des caprices de ceux qui nous décomptaient le pétrole et qui en fixaient le prix à leur guise. Alors si vous êtes pour la France asservie, si vous voulez que la vie économique et sociale de la France dépende des caprices des autres, alors vous pouvez dire non, mais vous dites non tout seul. Dans les années 90, on est entré dans une sorte de torpeur. Notre parc nucléaire était quasiment en état de surproduction. Les politiques ont commencé à se dire, mais finalement, on a bien le temps de prendre les décisions, on verra plus tard. Et dans le même temps, montait dans la société l'influence des antinucléaires. 1997, c'est un premier tournant quand Lionel Jospin passe un accord avec les Verts pour qu'ils entrent dans sa majorité plurielle. L'accord prévoit notamment la fermeture de Superphénix, qui était un prototype de réacteur de quatrième génération qui devait permettre de fermer le cycle de nucléaire, c'est-à-dire de résoudre en grande partie la question de l'uranium, de la ressource et la question des déchets. Dominique Voynet obtient également l'arrêt des prochains chantiers de nucléaire et notamment celui d'une centrale qui devait ouvrir en Loire-Atlantique pour remplacer la centrale à charbon de Cordemais et qui n'ouvrira pas suite aux pressions des antinucléaires. Cet hiver, Cordemais va d'ailleurs tourner à plein régime. Il y a ensuite deux tournants importants. Le premier, c'est le Grenelle de l'environnement organisé en 2007, juste après l'élection de Nicolas Sarkozy. Les ONG antinucléaires sont invités autour de la table et cette idée que des renouvelables vont pouvoir remplacer l'électricité nucléaire commence à imprégner au sommet de l'État. À l'issue de ce Grenelle, la compétence de l'énergie au sein du gouvernement passe de Bercy au ministère de l'Environnement et à partir de là, on arrête complètement de parler du nucléaire. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016. En 2015, la loi entérine sous François Hollande l'accord qu'il avait passé en 2012 avec les Verts pour obtenir leur soutien et on s'engage à réduire la part du nucléaire dans le mix électrique à 50% contre 75% aujourd'hui. Le processus de toute façon sera lancé l'année prochaine, il sera acté. Mais bien sûr, ça implique, c'est la Cour des comptes qui le dira, la fermeture d'une vingtaine de réacteurs nucléaires. En France, à présent, le processus de fermeture anticipée de la centrale de Fessenheim dans le Haut-Rhin est enclenché. Le conseil d'administration d'EDF vient en effet d'approuver l'accord qui prévoit une indemnisation du groupe par l'État français, soit 450 millions d'euros, à laquelle s'ajoute une part variable. Et personne ne se demande à l'époque par quoi les remplacer. On s'imagine que le développement de l'éolien et du photovoltaïque sera suffisant. Ce qu'on savait à l'époque et qui est toujours vrai aujourd'hui, c'est que c'est parfaitement faux. On l'a vu d'ailleurs en Allemagne, le développement sans précédent des renouvelables, 500 milliards d'euros dépensés, ne suffisent pas à compenser l'intermittence de l'éolien ou du photovoltaïque. Le problème d'un réseau électrique, c'est qu'on doit pouvoir fournir l'électricité demandée au moment des pointes de consommation. Et quand un anticyclone s'abat sur l'Europe, comme on l'a vu l'hiver dernier, que le vent ne souffle pas, qu'il fait nuit, on ne peut tout simplement pas fournir d'électricité. Emmanuel Macron va complètement poursuivre cette politique engagée par François Hollande, par Ségolène Royal. Il nomme Nicolas Hulot dans son gouvernement. L'objectif est bel et bien de fermer ces centrales nucléaires. Il est même le premier à donner un calendrier. Son revirement en 2022 au discours de Belfort, quand il annonce une relance du nouveau nucléaire en France, sonne finalement comme un aveu d'échec. Je veux exposer la situation en toute transparence. Imagine-t-on une France où il y aura d'ici 30 ans 40 000 éoliennes au lieu de 8 000 aujourd'hui et 90 parcs éoliens offshore quand notre pays a mis 10 ans pour en faire un. C'est cela
que les partisans de la sortie du nucléaire proposent aujourd'hui aux Français, ce qui n'est pas sérieux. Effectivement, ce gouvernement s'est trompé. Aujourd'hui, il essaye de renverser la situation. Pour augmenter la production électrique nationale d'ici 2050, il nous faut, à côté de cet effort historique dont je viens de présenter le cap et les grandes catégories en matière d'énergie renouvelable, il nous faut reprendre le fil de la grande aventure du nucléaire civil. Ça ne va pas être simple du tout parce qu'EDF aujourd'hui a un genou à terre. Elle a été très abîmée par les différentes revirements, tergiversations des politiques ces 25 dernières années. Ses finances sont dans un état déplorable et elle va avoir besoin de beaucoup de moyens et d'énormément de compétences pour pouvoir maintenir le parc et développer ce qui doit l'être. Est-ce que le gouvernement a la volonté de l'y aider? C'est ce qu'on découvrira dans les prochaines années.